l'Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, en collaboration avec l'Université Laval et la radio CKRL-FM de Québec, présente les chaires publiques de l'Allier. Bonjour, mon nom est Benoît-Luc Simard et je suis le directeur de la chaire publique de l'Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « La propriété intellectuelle, innovation et éthique ». Et pour nous en parler, nous avons réuni pour vous M. Yves Gingras, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal depuis 1986. M. Gingras est membre du Centre international de recherche sur la science et la technologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Depuis 1997, il tient une chronique mensuelle à l'émission Les Années-Lumière de la radio de Radio-Canada. Madame Aline Thérien est coordonnatrice de l'Alliance de recherche Université-Communauté, Innovation, Travail et Emploi du département de Relations industrielles de l'Université Laval. Son mémoire de maîtrise, pour lequel elle a obtenu le prix du meilleur mémoire en 2006, décerné par l'Institut de recherche en économie contemporaine, portait sur la valorisation de la recherche biomédicale et la création d'entreprises dérivées à l'Université Laval. M. Hervé Fischer est artiste philosophe, professeur associé à l'UQAM, chercheur à l'Hexagramme et au Centre interuniversitaire des arts médiatiques. Il vient tout juste de fonder l'Observatoire international du numérique, dont l'un des axes de recherche consiste à effectuer une vigie et une veille stratégique consacrée à la recherche-innovation dans le domaine des médias électroniques. En plus d'avoir écrit plusieurs livres, M. Fischer participe à de nombreux projets où se mêlent l'art, la culture et les médias. M. Georges Azaria, qui a accepté d'assurer la modération du débat d'aujourd'hui, est professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval depuis 2001. Il y enseigne la propriété intellectuelle et la sociologie du droit. Ses recherches actuelles touchent au statut de l'artiste et aux relations entre les pratiques artistiques et le droit d'auteur. Merci et bon débat. Alors, notre débat d'aujourd'hui porte sur la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? On pourra en parler évidemment tout au long de l'heure et demie à peu près qu'on va passer ensemble, mais c'est essentiellement un droit de propriété, évidemment comme le nom l'indique, qu'on donne à des inventeurs ou à des créateurs. Et c'est très particulier, on va peut-être s'en rendre compte aujourd'hui, que d'accorder ce type de droit-là, qui est un droit incorporel, et ça cause des problèmes d'appropriation, appropriation du savoir, appropriation des découvertes, appropriation de la culture, et ça pose aussi en même temps des questions éthiques. Est-ce qu'on peut tout breveter? Est-ce qu'il faut breveter? Est-ce que le droit d'auteur n'est pas aujourd'hui un accès à la culture, etc.? Donc, il y a aussi de ces questions-là qui sont juridiques, mais qui ont aussi forcément une composante éthique dont on va discuter. Et donc, la formule qui est toujours la même, si j'ai bien compris, chaque intervenant va prendre la parole pour 15 minutes. Moi, je suis le gardien du temps. Je vais donc leur indiquer, tenter en fait de faire respecter le temps alloué de 15 minutes. Ensuite, nous aurons 15 minutes ici entre nous pour échanger. Et dans un troisième temps, la parole sera à vous. Il y a un micro qui est placé juste ici. Et vous pourrez donc, pendant une trentaine de minutes, poser des questions à nos conférenciers. Donc, on commence avec Mme Aline Thérien. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour parler avec vous de l'importante question de la propriété intellectuelle. Lorsqu'on pense à l'université en tant qu'institution de la société, on pense d'abord et avant tout à sa mission fondamentale, qui est l'enseignement et la recherche. En revanche, lorsqu'on pense au secteur privé, on pense nécessairement aux notions de profit, de rentabilité financière, de stratégie concurrentielle. Qu'advient-il lorsque progressivement on demande aux universités d'adopter des attitudes, des comportements se rapprochant de la sphère privée? Dans une économie du savoir telle que la nôtre, les universités québécoises sont directement interpellées afin de s'impliquer davantage dans le développement économique régional. La stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, annoncée en fait par le gouvernement Charest en décembre 2006, est un excellent exemple du type de politique mise de l'avant par les gouvernements pour inciter les universités à s'impliquer davantage dans le développement économique. L'objectif est clair: accélérer la recherche et l'innovation dans les domaines de pointe où les retombées commerciales potentielles sont importantes. Donc, on met de l'avant un ensemble de mesures visant la valorisation de la recherche publique sous toutes ses formes, que ce soit par la prise de brevets, l'octroi de licences d'exploitation ou la création d'entreprises dérivées, également appelées spin-off universitaires.
La tendance actuelle est fondée sur les modèles de certaines universités américaines, comme le MIT, où la prise de brevet est fréquente et encouragée depuis plusieurs décennies déjà. Ce modèle incite donc nos universités à s'impliquer davantage dans la gestion de la propriété intellectuelle. Mais jusqu'où les universités doivent-elles aller dans cette voie? Doivent-elles encourager la privatisation des savoirs? Je soutiens l'idée que la montée de la propriété intellectuelle n'est en fait que la pointe de l'iceberg d'une tendance lourde, favorisant l'adoption par les universités d'attitudes, de comportements, les rapprochant tranquillement de la sphère privée, d'un modèle dit entrepreneurial. Dans le cadre de ma brève présentation, je me propose de vous présenter quelques-uns des principaux constats que j'ai pu relever à la suite de mon enquête menée dans le cadre de mon mémoire de maîtrise en relations industrielles. Je base donc mon argumentaire sur les témoignages recueillis auprès de chercheurs entrepreneurs étant impliqués dans un processus de valorisation de la recherche, mais également auprès de représentants du vice-rectorat à la recherche de l'Université Laval et également auprès d'autres acteurs, tels des sociétés de capital de risque. Nous verrons que la prise de brevets et la création d'entreprises dérivées suscitent en fait des tensions et des dilemmes pour les chercheurs, notamment au niveau des conflits de rôle et des enjeux éthiques. Dans une perspective plus large, cette expérience renvoie à des enjeux fondamentaux pour l'institution universitaire quant à sa mission et à son rôle dans la société. Donc d'abord, je me suis attardée aux pistes démontrant que les directions d'université se sont bel et bien adaptées aux pressions gouvernementales. J'ai remarqué que la plupart des universités se sont effectivement dotées de politiques et de règlements pour encadrer la gestion de la propriété intellectuelle et le transfert technologique. L'Université Laval ne fait pas exception à ce chapitre, puisqu'elle est d'ailleurs l'une des premières universités au Canada à avoir ajouté à son énoncé de mission le transfert technologique. La politique relative au transfert de connaissances et de technologies, instaurée en 1995, stipule donc que le transfert technologique s'inscrit dans la mission de l'université, dans le prolongement de la mission, et qu'il doit se faire dans le respect des valeurs véhiculées par l'institution universitaire. Un autre règlement mis en œuvre par l'Université Laval est le règlement sur les inventions et les brevets, datant de 1974. Selon ce règlement, dans le cas où un chercheur met au point une innovation, l'université a des droits sur cette invention si elle a été réalisée à partir des ressources humaines et matérielles de l'université. Dans ce cas, le chercheur est tenu de dévoiler à l'université l'existence de cette découverte et également de prendre part activement par la suite à la préparation de la demande de brevet, mais aussi au développement et à l'exploitation de l'invention par la suite. Concrètement, de quelle façon s'effectue le partage de la propriété intellectuelle? À qui appartiennent ces découvertes? À l'Université Laval, si effectivement le chercheur réalise une découverte avec l'utilisation de ressources universitaires et qu'il a également bénéficié de fonds publics, l'Université Laval demande à ce chercheur, à cet inventeur, de céder ses droits, de sorte que l'université devienne l'unique titulaire des droits de propriété intellectuelle. En étant titulaire de la propriété, elle est donc l'unique propriétaire et l'unique gestionnaire de la propriété intellectuelle. Donc, c'est elle qui assume, entre autres, les frais de dépôt et de maintien du brevet. En échange, elle accorde aux chercheurs 50 des redevances éventuelles de la vente du produit qui pourrait être généré à la suite de l'innovation, en guise de reconnaissance pour les efforts que le chercheur a investis dans la recherche qui a mené à cette innovation-là. C'est important ici de spécifier que la titularité des droits n'est pas synonyme de titre d'inventeur. Le titre d'inventeur, ce sont les droits moraux sur l'invention. Et ils sont donc inaliénables en vertu de la loi sur les brevets. Donc, même si le chercheur cède ses droits, il ne perdra jamais son titre d'inventeur. Les demandes de l'université sont-elles légitimes? À ce sujet, deux écoles de pensée s'affrontent parmi les chercheurs entrepreneurs que j'ai rencontrés dans le cadre de mon enquête. Il y a la majorité qui considère que les demandes de l'université sont tout à fait légitimes, sont d'accord avec le fait que l'université demande la titularité des droits et également un pourcentage de redevance sur les droits, puisque sans l'université, sans l'institution, la découverte n'aurait jamais pu être réalisée. Il y a par contre l'autre groupe de chercheurs qui sont en minorité, ceux-ci, qui contestent littéralement les demandes de l'université, considérant qu'elle est trop gourmande par rapport à sa contribution réelle à l'invention. Donc, ils considèrent que l'innovation provient de la base, donc des chercheurs, et non pas de la direction. Donc, ce qu'on constate, bref, c'est qu'à la question à qui appartiennent ces découvertes, déjà, on constate que les avis sont multiples. Et donc, cette question est source éminente de conflits.
Par ailleurs, il est important de spécifier que la propriété intellectuelle est étroitement associée à la valorisation de la recherche. Il existe plusieurs façons de valoriser la recherche. Dans le domaine biomédical, 2 voies sont priorisées. On peut soit prendre un brevet, puis octroyer une licence d'exploitation à une entreprise déjà existante, ou encore prendre un brevet, puis créer une entreprise, une spin-off universitaire pour exploiter soi-même la découverte, donc poursuivre le développement de la technologie. Pour accompagner les chercheurs dans cette phase liée davantage aux dimensions commerciales, de nouveaux organismes sont créés. À l'Université Laval, on a fondé en 2001 une SOVAR, donc une Société de valorisation des applications de la recherche. Et le rôle de la SOVAR, eh bien, c'est de repérer les technologies présentant un fort potentiel commercial et donc de transférer cette innovation-là, soit par l'octroi d'une licence d'exploitation ou la création d'une entreprise dérivée. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les chercheurs sont à la fois influencés et porteurs de cette tendance entrepreneuriale-là. Ils doivent apprendre à gérer au quotidien les nouveautés que génère la prise de brevet. Dans le cadre d'une université plus axée sur l'importance de la propriété intellectuelle, on s'attend à ce que le chercheur, dans son laboratoire, développe en quelque sorte un réflexe, une pensée systématique à l'égard du potentiel commercial de sa découverte, de ses recherches. Donc, avant même de publier ses résultats, on s'attend à ce que le chercheur envisage la possibilité de prendre un brevet. Dans le cadre de mes entrevues, j'ai constaté que la plupart des chercheurs étaient tout à fait d'accord avec cette idée-là. Ils songent de plus en plus souvent à la prise de brevet et ils appuient cette forme de valorisation-là. Et ils appuient également le maillage plus étroit avec l'industrie parce qu'ils considèrent que c'est une situation gagnant-gagnant entre l'université et le secteur privé. Ils justifient leur position sur les impératifs de l'industrie pharmaceutique, mais aussi sur les retombées potentielles beaucoup plus importantes à l'égard des recherches, dans le cas où, justement, on prend un brevet. Par ailleurs, on nous assure que le brevet n'a pas pour effet d'empêcher la publication des résultats, puisque une stratégie serait de préparer sa demande de brevet au même moment où on rédige nos articles. De son côté, évidemment, l'université cherche à sensibiliser les chercheurs à l'importance de prendre le brevet. Ils ne peuvent pas contraindre en vertu du principe de liberté académique. Par contre, sans pouvoir contraindre le chercheur, c'est une avenue qui est très encouragée par la direction. Maintenant, j'aimerais souligner le fait que de nombreuses tensions sont en place pour le chercheur entrepreneur. Il est soumis à un double mode cognitif. Il doit d'une part veiller au potentiel commercial de sa découverte, tout en répondant aux attentes du milieu universitaire à son endroit. Donc, un conflit de rôle important se dessine pour ces chercheurs entrepreneurs. Et ce choc de valeurs, eh bien, il trouve écho dans l'arbitrage constant que le chercheur doit faire entre ses valeurs universitaires d'un côté et les valeurs entrepreneuriales, les valeurs du monde des affaires de l'autre. Donc, leur discours est rempli de paradoxes. On peut dire qu'ils ont un système de valeurs hybride. On pourrait également être tenté de penser que ces chercheurs sont tous des entrepreneurs dans l'âme, qu'ils nourrissent tous le rêve d'être un jour PDG de leur entreprise. Mon échantillon révèle en fait 2 types d'inventeurs. La majorité, qui ne se considère pas du tout comme des entrepreneurs et qui préfèrent demeurer dans le milieu universitaire, considérant en fait qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour être de bons gestionnaires. Et la minorité, qui, elle, a toujours été stimulée par la sphère industrielle et qui envisage éventuellement de basculer complètement à titre de gestionnaire dans la sphère privée. En trame de fond, notons la question délicate des risques de conflit d'intérêts qui guettent ces chercheurs. C'est une préoccupation majeure de l'ensemble des intervenants que j'ai rencontrés dans le cadre de mon enquête. Les risques de dérive sont importants et c'est ce qui amène donc les directions et les chercheurs à se doter de règles en la matière. Donc, on demande aux chercheurs qu'ils soient de la plus grande transparence, qu'ils fassent preuve d'intégrité dans l'ensemble de leur démarche afin d'éviter les conflits potentiels entre leurs différentes charges de travail. Cette obligation morale-là exige donc du chercheur qu'il fasse preuve donc d'intégrité et qu'il soit capable de faire la coupure entre les différents rôles qu'il a à jouer. Donc, son rôle de chercheur d'un côté et son rôle de gestionnaire ou de conseiller scientifique dans l'entreprise nouvellement créée. Avec ces observations, un certain nombre de questions fondamentales se posent. Quelle place devons-nous laisser au brevet? Avec la montée de la propriété intellectuelle en milieu universitaire, un certain nombre de tensions et de dilemmes apparaissent. De fait, certains enjeux fondamentaux existent pour l'avenir universitaire. D'abord, l'université fait face à un éclatement potentiel de ses valeurs fondamentales.
Devant les pressions externes des gouvernements et de l'industrie, quelles valeurs seront privilégiées par les universités dans l'avenir? Ensuite, des inquiétudes peuvent être soulevées quant au risque d'appropriation privée des connaissances développées en milieu universitaire. Dans quelle mesure la prolifération d'ententes liées à la propriété intellectuelle vient limiter la libre circulation des connaissances au détriment du progrès collectif? À l'Université Laval, on nous assure que les brevets n'ont aucunement pour conséquence de limiter la diffusion des connaissances. Mais qu'en est-il en réalité? Enfin, la question la plus fondamentale, à mon sens, est de déterminer quel rôle l'université souhaite jouer dans la socio-économie. Quelle sera la mission des universités dans l'avenir? Est-ce que les universités devraient ajouter la commercialisation de la recherche à leur libellé de mission? À l'Université Laval, j'ai observé un modèle entrepreneurial que j'ai qualifié de modéré, voire hybride. Oui, il y a une volonté évidente de répondre aux attentes nord-américaines en matière de transfert technologique. Donc, l'université, oui, adopte des comportements plus près de la sphère privée, par exemple, une prise de brevet, un souci plus grand pour la propriété intellectuelle. Mais elle le fait toujours de façon modérée, en posant les balises de son intervention dès le départ pour ne pas outrepasser sa mission et son rôle dans la société. De plus, il a toujours été question et on m'a vraiment spécifié de façon très rigoureuse dans chacune des entrevues que j'ai menées, qu'il n'ait jamais été dans l'intention de l'Université Laval d'inclure la commercialisation de la recherche dans son énoncé de mission. De leur côté, évidemment, les chercheurs sont tout à fait favorables aux activités entrepreneuriales, considérant même que l'université devrait être plus proactive. Donc, face à ce nombre de questions, l'université, évidemment, a des choix à faire. Soit elle adopte un modèle entrepreneurial radical, ou elle adopte un modèle plus près de son identité fondamentale. Et ce modèle-là, eh bien, il pourrait lui permettre d'appuyer la communauté d'une façon beaucoup plus désintéressée, permettant donc, favorisant davantage la libre circulation des connaissances. C'est un modèle que j'ai qualifié de partenarial, qui permet un meilleur arbitrage entre son rôle traditionnel et le rôle renouvelé que la société veut lui voir endosser. Et là, je pense que je manque de temps, donc je vais m'en tenir à cela. Et par la suite, je pourrai, si des gens sont intéressés, parler un peu davantage de mon modèle partenarial, qui se fonde entre autres sur le modèle des alliances de recherche université-communauté. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Thérien. Alors, sans plus tarder, on va céder la parole à Yves Gingras. Merci. De façon un peu complémentaire à ce que Aline vient de vous présenter, je rappellerai un contexte historique plus large pour qu'on puisse situer la spécificité des transformations de l'université au cours des 20 dernières années. Je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que, par exemple, pour un chercheur comme Louis Pasteur, qui est vraiment l'incarnation dans l'image populaire d'un chercheur fondamental, qui est fondateur de la bactériologie, découvreur en termes simples des microbes, très peu savent souvent que le même Louis Pasteur avait en 1873 déposé un brevet aux États-Unis pour tirer profit du fait qu'en connaissant l'existence des microbes, il pouvait améliorer la production de l'industrie de la bière. Donc, même quelqu'un d'aussi désintéressé qui incarne la science pure n'était pas déconnecté de la réalité comme on a tendance à le croire, mais savait qu'il pouvait finalement tirer un certain profit des découvertes aussi fondamentales que la découverte des microbes. Autre exemple, qui est un icône de l'incarnation de la science pure, c'est Albert Einstein lui-même. Albert Einstein, en 1927, a pris un brevet aux États-Unis, alors que lui-même était à Berlin, sur la mise au point d'un nouveau mode de refroidissement, donc d'un frigidaire, au fond, qui fonctionnait sans partie mobile. Donc, même quelqu'un comme Einstein, qui incarne lui aussi la science pure et désintéressée, avait quand même compris que une de ses découvertes théoriques pouvait avoir des applications pratiques, et donc il n'a pas hésité, avec son collègue Léo Szilard, à déposer un brevet dans plusieurs pays. Parce qu'il faut bien comprendre que les brevets sont nationaux. Donc, il a déposé un brevet en Allemagne, il a déposé un brevet aux États-Unis. Deux petits exemples pour nous dire que l'idée de chercheur entrepreneur, on peut la remonter assez facilement au milieu du 19e siècle.
Donc, qu'est-ce qui est nouveau depuis les années 1900, depuis 25 ans environ? C'est le fait que cette idée de breveter des découvertes qui pourraient être profitables passe d'un niveau, je dirais, épisodique, individuel, au niveau institutionnel. Depuis les années 1980, le discours sur l'innovation, le discours sur la valorisation de la recherche n'est plus un discours individuel de chercheurs qui spontanément ont un aspect de leur personnalité peut-être plus entreprenante, mais est un discours de l'institution elle-même. C'est l'université, c'est le ministre, c'est même peut-être les premiers ministres qui nous disent la recherche, c'est bien, mais l'innovation et la valorisation, c'est mieux. Donc, on est passé d'un niveau assez vague à un niveau très organisé, très institutionnel. Une conséquence directe de ce nouveau contexte socio-économique des années 1980, ça a été le fait que, par exemple, entre 1990 et 2002, le nombre de brevets dont le titulaire de la propriété intellectuelle est l'université, comme on vient de le dire, l'inventeur, c'est toujours une personne physique, c'est quelqu'un qui invente, mais la propriété du brevet peut, elle, être donnée à une organisation, à une institution, ou peut aussi être gardée par l'inventeur. Donc, dans une demande de brevet, il y a souvent deux noms, l'inventeur et le titulaire du brevet. On constate, si on regarde les brevets, entre 1990 et 2002, que le nombre de brevets universitaires au Canada a été multiplié par 3. Et ça, c'est énorme parce que le nombre de brevets en général n'a été multiplié que par 1,5. Donc, on voit là une mesure empirique simple. Oui, il y a une croissance énorme de prise de brevets dont les titulaires sont les universités. Pourquoi on assiste à ces transformations? Je pense qu'une des raisons qui est importante, c'est de rappeler que depuis les années 80 et encore plus depuis les années 1990, les États, les gouvernements, et ça, c'est pas vrai uniquement au Québec et ici, c'est vrai aussi dans d'autres pays comme les États-Unis, les États ont eu tendance à se désengager de l'enseignement universitaire, à diminuer leurs investissements dans les universités. Or, que devaient faire les universités face à ça? Elles devaient trouver des subventions à d'autres niveaux. Bien, il n'y a pas 75 sources de subventions. Si ce n'est pas le gouvernement qui met de l'argent dans les universités, en gros, c'est l'entreprise privée. Et le mécénat, qui est souvent assez près de l'entreprise privée. Donc, on a une conjoncture où les revenus universitaires, si on pouvait montrer des tableaux ici, on verrait que, bien que les revenus globaux universitaires n'ont pas chuté, la proportion gouvernementale des revenus universitaires a diminué énormément et a été compensée par des investissements privés. Conséquence, s'il y a des investissements privés plus grands, il y a une pression sur l'université de passer de la simple recherche et découverte qui a comme fonction le bien commun à une découverte qui pourrait être finalement utile dans le domaine privé. Donc, on a un contexte général depuis 20 ans qui nous fait comprendre cette emphase, cette insistance depuis un certain nombre d'années sur la valorisation de la recherche. Bien sûr, ce discours est très généreux. Tout le monde est pour le fait qu'on découvre le bouton à 4 trous qui va nous rapporter des millions de dollars. Cependant, si on regarde les faits sur les brevets, c'est beau avoir des brevets, mais il ne faut pas oublier que des brevets, essentiellement, c'est une feuille de papier qui rapporte très peu. Donc, le nombre de brevets qui rapportent de l'argent est très faible. De sorte qu'à mon avis, au Québec, depuis une dizaine d'années, malgré les grands discours sur l'importance de la valorisation et que toutes les universités québécoises ont développé des bureaux de liaison entreprises-universités, des bureaux de valorisation sous différents noms, la probabilité de faire ces frais et de effectivement avoir une valorisation qui rapporte de façon nette est relativement faible. De sorte que j'ai parfois l'impression qu'on surestime la probabilité de faire de l'argent avec la prise de brevets, comme si cette approche-là nous permettrait de compenser le désinvestissement gouvernemental. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme on l'a mentionné tantôt, prendre un brevet, ça coûte de l'argent. Il faut renouveler les frais de brevet, faire vivre les unités
qui doivent, eux, remplir des brevets, c'est une opération très complexe. Donc, il y a des coûts fixes très élevés et la probabilité de revenu sur un brevet, elle est très, très faible. Tout ça pour dire que si on croit faire de l'argent avec des revenus de brevet, ça ne sera en général pas plus que 1% du budget universitaire. Donc, la question qu'il faut se poser, pourquoi le gros brouhaha sur l'importance de l'innovation et surtout de la valorisation, si en pratique, c'est en toute probabilité, sauf exception, un revenu très, très faible pour l'université. Donc, l'université doit faire attention de ne pas créer une soi-disant nouvelle mission de l'université qui serait la valorisation, comme certains rapports l'ont demandé il y a quelques années. Je pense, par exemple, au niveau fédéral, un rapport qui a été déposé en 1999, qui est connu sous le nom du rapport Fortier, qui disait que l'université, on doit lui ajouter une autre mission, la valorisation de la recherche. Faire cela, c'est d'abord surestimer les revenus potentiels. Deuxièmement, c'est méconnaître la structure de l'université, dont la fonction essentielle est, un, l'enseignement, au sens de la formation des générations à venir dans toutes les disciplines, et deuxièmement, la recherche, c'est-à-dire la production de savoirs nouveaux qui, bien sûr, aussi vont se diffuser dans la société sous la forme parfois d'innovation de produits, d'innovation de processus, mais aussi d'innovation organisationnelle, qui sont des investissements publics et donc qui doivent rapporter au public. Donc, le bien commun ne doit pas être oublié dans la mission fondamentale de l'université. Ce qui nous amène à un certain nombre de questions qui ont déjà été soulevées par Aline, c'est quand on se pose la question de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes? On a mentionné, donc je ne développerai pas, les problèmes de conflit d'intérêts. Et aussi, il faut tenir compte du fait que, bien que le nombre de brevets universitaires ait été multiplié par 3, on a fait une enquête qui nous permet de voir qu'en pratique, si on prend l'ensemble, au cours des 25 dernières années, des brevets, non seulement ceux pris par l'université comme titulaire, mais on a pris un échantillon des 10 plus grandes universités du pays et on a regardé dans la plupart des départements où on peut prendre des brevets, on a pris la liste de tous les professeurs et on a sorti tous ceux qui ont des brevets. Et on constate, si on fait ce petit calcul, que sur 25 ans, si on a 3200 brevets, environ la moitié, plus exactement 58% de ces brevets-là, ne sont pas des brevets dont les universités sont les titulaires. C'est-à-dire que donc la moitié des 3200 brevets, qui sont en toute probabilité des inventions faites à partir des ressources des universités, à moins d'avoir la naïveté de croire que tous ces chercheurs-là ont fait ça dans leur garage, ce qui est assez peu probable. Donc la moitié de ces brevets, non pas comme titulaires les universités, mais des entreprises autres ou l'inventeur lui-même. Donc ça, c'est des données relativement nouvelles qu'on a tendance à oublier parce que les universités ne sont pas toujours équipées pour elles-mêmes décider de prendre le brevet. Mais toujours est-il que minimalement, ce qu'on devrait demander, c'est que si quelques-uns de ces brevets rapportent, alors il faut qu'il y ait séparation, au moins qu'il y ait division des avoirs entre l'université, qui est l'incarnation dans ce cas-là du bien public, parce que les chercheurs sont subventionnés via les organismes subventionnaires qui, eux, prennent leur argent, bien sûr, de nos taxes, et que donc, il faut toujours être très vigilant pour éviter l'appropriation privée de biens qui ont été produits par des biens publics. Parce que s'il y a une loi du capitalisme qui est très simple, c'est qu'on peut prendre son bien privé, l'investir, faire faillite ou devenir millionnaire, mais si on se sert du bien commun et public, bien là, il n'est pas éthique d'ensuite se le privatiser sans redonner à l'université qui, dans ce cas particulier, incarne le bien commun, les ressources qui ont permis l'innovation et ensuite la valorisation. Donc, on aurait compris que c'est ancien, cette idée d'innovation, mais que la conjoncture actuelle a exacerbé l'importance qu'on lui accorde, ce qui a créé des problèmes nouveaux à l'université. Parce que l'université s'est toujours adaptée à la société dans laquelle elle vit, et aujourd'hui, on tente de lui ajouter une mission nouvelle qui n'est pas vraiment la sienne, ce qui n'interdit pas, bien sûr, dans des cas particuliers, à des professeurs qui sont peut-être davantage des entrepreneurs de choisir leur
carrière. Parce que si on veut faire une compagnie, c'est très bien, mais à ce moment-là, qu'on applique les règles du jeu de la compagnie, qu'on fasse un risque, et si on a risqué ses investissements, bien, on en tire un profit, normalement, proportionnel au risque. Mais si on veut être dans le secteur semi-public, bien, à ce moment-là, on ne peut pas jouer à la fois le rôle de l'entrepreneur qui, le jour, met sa casquette de professeur et le soir, met sa casquette d'entrepreneur. Tous ces cas-là, il y a des dizaines d'études qui ont montré que ça crée beaucoup des conflits d'intérêts. Il suffit de lire la littérature sur ce qui se passe aux États-Unis et on s'aperçoit que les universités ont tendance souvent à reculer face à la manie des 10 dernières années de vouloir multiplier les entreprises. Les universités sont là pour faire de la recherche, former les gens sur le long terme et ne peuvent pas remplacer l'industrie privée. On est dans un monde où il y a une place importante pour l'industrie privée, elle a une fonction, elle a un mode de fonctionnement. L'université a une autre fonction et un autre mode de fonctionnement. Il faut donc respecter les missions particulières de chacune et interagir de façon à optimiser le transfert de connaissances. Mais optimiser le transfert de connaissances n'est pas synonyme de transformer l'université en entreprise. Merci. Merci beaucoup, Yves Gingras. Alors, c'est maintenant au tour de Hervé Fischer. Bonjour. Je voudrais partir d'une question plus large et puisqu'on parle de propriété intellectuelle, poser la question qui peut réclamer un droit de propriété intellectuelle. Parce qu'au fond, créer ou innover, c'est le fait de beaucoup de gens. Pas seulement de Pasteur ou d'un scientifique, c'est aussi le fait d'un artiste. C'est aussi le fait d'un médecin éventuellement, ou c'est le fait d'un chef cuisinier dans un restaurant, et pourquoi pas d'un philosophe. Et cette question, qu'est-ce que créer? Au fond, on a essayé de la définir par rapport à la propriété intellectuelle. Est-ce qu'un chef cuisinier peut breveter un petit plat? Est-ce que je peux breveter une molécule si je suis un scientifique? Est-ce que je peux breveter une idée si je suis un philosophe? Oui et non. C'est très complexe. Et bien sûr, il ne faut pas réduire la question donc au brevet qui est lié à une technologie de recherche et un objet très défini qui est d'ordre, par exemple, scientifique. Si je découvre une étoile, est-ce que je peux demander un brevet sur cette étoile-là? Bon, si je découvre un gène, oui, il y a des laboratoires qui ont demandé et obtenu des brevets commerciaux sur des gènes. Des gènes l'importance des gènes au niveau de la thérapie maintenant, c'est clair que celui qui découvre le gène de l'intelligence peut faire beaucoup d'argent à supposer qu'il ait breveté son gène. Bon. Alors, je crois qu'il faut voir la question assez largement dans un cadre culturel, au-delà même de la sacro-sainte université que je respecte infiniment et à laquelle j'ai beaucoup appartenu. La deuxième chose, c'est qu'il faut distinguer, on le distingue communément, Georges Lazaria le sait pertinemment, le droit qu'on va appeler commercial, qui est éventuellement déposé, qu'on peut protéger juridiquement avec des avocats, le droit moral de l'artiste, qui est beaucoup plus difficile à formuler et à protéger, qui est pourtant d'une importance majeure. Si je suis Léonard de Vinci et que je vois un jour la Joconde avec une moustache, puisque c'est ce que Marcel Duchamp lui a fait, il y a manifestement atteinte au droit moral de Léonard de Vinci. Il n'est plus là pour s'en défendre. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est qu'on est au-delà du 50 ans ou 70 ans de protection du droit moral du créateur et qu'on est dans le domaine du patrimoine. Et il existe d'autre part un droit patrimonial de propriété intellectuelle et qui est extrêmement important aussi et qui implique aussi éventuellement des devoirs comme la protection. Les musées, par exemple, ont un devoir de protection. C'est bien important d'avoir un grand document 8,5-14 de protection de sa propriété intellectuelle. Encore est-il intéressant aussi que le tableau qu'on a peint soit protégé
au-delà de la mort de l'artiste, par exemple. Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut considérer là. Maintenant, c'est clair qu'il y a actuellement un nouveau domaine qui est celui des industries culturelles, et que les industries culturelles nécessitent la protection d'un droit commercial. Si je publie un livre ou si je publie un CD ou si je produis un film, c'est clair que j'ai besoin pour continuer à exister comme entrepreneur d'industrie culturelle de pouvoir me protéger, de pouvoir lutter contre le piratage et donc de pouvoir avoir une rentabilité qui est basée sur ce droit commercial. Il y a des cas où le droit ou le brevet est un problème avec un effet pervers majeur. Je prends le cas du cinéma. Méliès, Georges Méliès a été probablement le premier grand créateur de cinéma au début du siècle français. Mais le premier dans le monde, je crois qu'on peut dire, après les frères Lumière. Il est mort quasiment dans la misère. À la fin de sa vie, il était vendeur dans un grand magasin et il a brûlé quasiment tous ses films de désespoir. Il a fait de l'argent au début et ensuite ça a mal tourné. Et ça a mal tourné pour une raison, entre autres. C'est qu'il y avait aux États-Unis un certain Edison, homme d'affaires et inventeur fort habile, qu'il y avait aux États-Unis, c'est pour ça que Pasteur y est allé aussi, une législation, un droit des brevets extrêmement important et était beaucoup plus facile d'obtenir un brevet, par exemple dans le domaine du cinéma. Et Edison, sans prévenir Méliès, a patenté ce ruban perforé de 24 images secondes qui permet de diffuser un film. Et à partir de ce moment-là, Méliès ne pouvait plus diffuser ses films aux États-Unis, où il était extrêmement implanté quand Edison a obtenu son brevet. Et Edison lui a serré la gorge, lui a mis des royalties à payer, finalement l'a éliminé, comme il en a éliminé beaucoup d'autres. Le résultat est qu'un brevet a permis, dans un contexte politique, juridique, culturel, historiquement précis, de bloquer la diffusion d'une production cinématographique importante. Méliès, on aime encore bien ça, et a eu un effet pervers évident. Et on pourrait citer 50 exemples du même genre. Je cite celui-là parce qu'il est particulièrement historiquement clair et malheureusement significatif. Cela dit, aujourd'hui, vous savez, j'ai créé l'Observatoire international du numérique. Ça veut dire qu'on travaille sur les effets, l'impact des technologies numériques dans les domaines notamment des industries culturelles, artistiques, etc. Actuellement, l'arrivée des technologies numériques bouleverse complètement, pour le meilleur et pour le pire, le droit de propriété intellectuelle qu'on avait progressivement établi, qu'on essayait de rationaliser, qu'on essayait d'organiser au point de vue des sanctions, etc., etc. Il y a là un changement pour des raisons technologiques, parce que les technologies changent le monde pour le meilleur et pour le pire. Il y a là cet univers de la propriété intellectuelle bascule. Et il est extrêmement difficile de maintenir dans ce cyberespace, ce nouveau monde parallèle, le respect de la propriété intellectuelle, par exemple. C'est extrêmement difficile, pourquoi? Parce que c'est un monde planétaire. Et il y a un droit dans chaque pays. Il est extrêmement complexe, difficile d'établir un droit international. Le travail est encore à faire, notamment, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce domaine, mais il est encore à faire dans le domaine de la propriété intellectuelle. D'autre part, il y a des accords culturels, commerciaux, l'OMC, l'exception culturelle, vous en avez entendu parler, on a beaucoup travaillé là-dessus au Québec, des accords il y a différents intitulés d'organismes. Je vous ferai grâce des lettres de l'alphabet, mais par exemple, il y a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, qui est basée à Genève, qui travaille très fort justement sur
la nécessité, éventuellement l'urgence pour protéger les industries du cinéma ou de la musique ou d'autres, de définir un droit international. Une fois qu'on l'aura défini, il est extrêmement difficile de le contrôler, de le sanctionner, parce que je peux aller offshore, diffuser tout ce que je veux sur Internet. Vous savez très bien que les frontières de l'Internet sont extrêmement difficiles à marquer. Donc, on a des républiques bananières à partir desquelles on peut faire toutes sortes de choses qui échappent à ce droit international. Et il y a aussi la quantité, la profusion, l'explosion des productions de tous ordres, par rapport auxquelles la création ou l'innovation scientifique ou des ingénieurs est extrêmement limitée. Et il faut que vous pensiez que 20%, c'est une estimation. On estime actuellement que 20% de l'économie mondiale repose sur les industries culturelles. 20%, c'est pas mal de milliards, hein, dont les deux premières industries qui sont naturellement le cinéma et les jeux vidéo. Alors, dans ce labyrinthe planétaire, dans cette nouvelle situation de pratique et de technologie, comment arriver à établir un droit qui nécessite du temps, je vais dire de ralentir le temps pour évaluer les choses alors que les technologies changent tous les jours. C'est quasiment un défi impossible et effectivement le monde numérique menace directement ce qu'on appelle traditionnellement la propriété intellectuelle. Et il y a par rapport à cette problématique aussi l'idée que la technologie permet toutes sortes de choses parce que une technologie numérique produit, diffuse et en même temps permet la reproduction. Puisque qu'est-ce que je reçois sur mon ordinateur? Je reçois non pas une carte postale de la Joconde, mais je reçois le fichier numérique de l'œuvre, le texte ou la musique ou le cinéma. Et donc, il faudrait pouvoir contrôler l'usage que je vais faire du fichier numérique que j'ai dans mon propre ordinateur, sur mon propre disque dur, qui a une qualité de master. Parce qu'il y a une autre vertu et effet pervers du numérique, c'est que le master est répétable, reproductible infiniment avec une qualité toujours égale. Et donc ça, c'est pas du tout la même chose que j'avais avant avec les œuvres précédentes. Organiser un concert avec, je sais pas, Wagner, je peux toujours le refaire, je peux pirater, mais ça coûte assez cher. Hollywood se défend avec les bobines 35 mm parce que c'est très difficile et coûteux de recopier une bobine 35 mm. Et Hollywood se fait pirater par la reproduction sur DVD ou les fichiers numériques, évidemment. Alors vous voyez, il y a toutes sortes de nouvelles questions qui apparaissent comme cela. Et puis, en plus de ça, l'idée qu'avec le Web 2.0, comme on dit, maintenant, l'usager de l'Internet est en même temps producteur. L'idée aussi qu'au fond, nous développons le fantasme d'une intelligence collective, une intelligence partagée. À ce moment-là, je vais me dire aussi, est-ce que la propriété intellectuelle va devenir collective et partagée? Alors, ce sont des questions qui sont, pour l'instant, plus des défis très difficilement surmontables. Il faut donc que nous inventions de nouveaux modèles pour protéger la propriété intellectuelle, qui ne sera plus des positions défensives, légalistes, avec des murailles juridiques, d'autant plus qu'en Amérique du Nord, contrairement à l'Europe, on y va à la cow-boy par rapport au droit moral, par exemple, la propriété. Alors, il faut inventer de nouveaux modèles d'affaires pour les industries culturelles qui fassent que le droit moral soit plus ou moins respecté, ça dépend des lieux et des compagnies, etc. Mais que, par exemple, les industries culturelles, même si elles perdent le droit de propriété intellectuelle parce qu'elles se font pirater et que finalement elles donnent le service gratuitement, comme Google donne le service gratuitement, comme YouTube donne le service gratuitement, parce qu'ils savent que non seulement c'est pas contrôlable, mais que ça devient un nouveau modèle d'affaires à partir duquel ils vont pouvoir développer des industries grâce, par exemple, aux bannières publicitaires. Je ne dis pas que c'est ma tasse de thé, j'haïs assez ça. Mais vous voyez bien que si Google fonctionne et que si son action atteint aujourd'hui plus ou moins $600 l'action, ils sont partis à 85, c'est bien qu'ils font de l'argent.
Alors l'argent, évidemment, c'est plus sur la propriété intellectuelle et les royalties, c'est sur la séduction, l'attraction des espaces numériques qu'ils offrent, à partir desquels ils inventent, je ne sais pas s'ils vont breveter l'invention, et ils inventent carrément une nouvelle économie. Et là, on peut protéger une propriété intellectuelle. Vous avez même des jeunes, comme moi, qui diffusent leur musique gratuitement sur Internet pour se faire connaître et ensuite avoir une chance d'être écoutés sur Internet par le grand patron de Sony ou autre. Alors, on est dans une situation qui change complètement. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Hervé Fischer. Alors, on va prendre 15 minutes ensemble. Je vais risquer la première question en espérant que ça puisse vous joindre un peu tous les trois. La propriété intellectuelle, enfin, on a souvent dit que l'argument philosophique derrière le fait d'octroyer un droit de propriété intellectuelle était un argument économique, au fond. On disait il va y avoir plus de création, il va y avoir plus d'invention si on donne un droit de propriété à l'inventaire et au créateur. Alors donc, je ne sais pas si vous pouvez réagir à ça et surtout se demander si aujourd'hui, dans le contexte économique, mais aussi technologique, si c'est toujours le bon modèle, si c'est toujours la bonne raison. Est-ce qu'on crée parce qu'on sait qu'on aura donc une propriété et donc qu'on pourra peut-être en tirer un certain revenu? Bon, ben, je peux peut-être me lancer. C'est clair que c'est une idéologie complètement dominante de cette idée que c'est grâce au brevet qu'on fait de l'innovation. Et ça, c'est difficile à prouver, sauf que l'intérêt des tendances récentes, ça a été de montrer un effet qui maintenant est empiriquement mesuré en un sens, c'est que, au contraire, le brevetage dans le domaine des logiciels et même dans le domaine de certaines recherches biomédicales a comme effet inverse de limiter l'innovation. Parce que si, pour acheter une souris de Harvard pour faire de la recherche sur le cancer, le prix de la souris est trop élevé, en pratique, ça rend difficile l'accès aux moyens de production que les scientifiques peuvent avoir pour produire du savoir nouveau. Donc, il est loin d'être évident que c'est une réalité. Je dirais que derrière cette idée que l'invention, que le brevetage est nécessaire pour stimuler l'innovation, il y a une autre chose qu'on oublie souvent, c'est une vision complètement individualiste du processus d'invention. C'est l'idée qu'un individu qui est dans son garage, qui invente un moteur, peut en tirer profit. Le problème, lorsqu'on parle de science, parce que moi je me limite au domaine de la science, c'est qu'en science, on est dans une entreprise complètement collectivisée. Aujourd'hui, 90% des publications scientifiques dans les domaines de sciences biomédicales sont des articles à plus d'un auteur, sinon à plus de 2 auteurs et 3 auteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chercheur aujourd'hui qui peut vivre de façon autarcique. C'est-à-dire que la découverte qu'il fait, la petite innovation qu'il fait, il la fait en lisant la littérature qui est mise sur le marché par d'autres chercheurs. Donc, s'approprier une découverte, c'est oublier que cette découverte, bien sûr, par un individu à un moment donné, elle est en fait une découverte toujours collective, parce que les labos, il y a toujours des chercheurs, souvent d'ailleurs des étudiants de 2e et 3e cycle, et des chercheurs post-doctorants, et il y a eu une étude très intelligente qui a été faite il y a quelques années par des juristes qui ont pris des publications scientifiques qui ont donné lieu à des brevets. Ils ont regardé qui signait les publications scientifiques et de façon systématique, le nombre d'auteurs sur les brevets était plus faible que le nombre d'auteurs sur les publications scientifiques qui étaient reliées au brevet. Ce qui est assez intéressant. Ça veut dire que, alors qu'il était admis que la découverte publiée nécessitait la présence de 5 ou 6 auteurs, lorsqu'on était rendu au brevet, le nombre diminuait. Je vous laisse deviner si, sur le brevet, c'est le nom du professeur et du directeur de laboratoire qu'on retrouvait ou le nom des étudiants gradués qui avaient signé les articles. Oui. Je ne sais pas si vous voulez réagir à cette question de stimulation de récompense qu'on donne. Est-ce que c'est toujours le bon modèle?
En fait, je dirais que, moi, ce qui m'a frappé vraiment dans les témoignages que j'ai recueillis, c'est à quel point le système érigé au niveau des brevets marque les chercheurs. On faisait beaucoup valoir les impératifs de l'industrie pharmaceutique, comme quoi le brevet est absolument essentiel pour s'assurer que les connaissances qui sont développées en milieu universitaire bénéficient à un moment donné ou à un autre à la société. Donc, que le brevet devient un mécanisme d'incitatif aux entreprises pharmaceutiques pour investir. Mais en fait, il faut réfléchir aussi aux autres façons de mettre en valeur les connaissances. Est-ce qu'il existe à quelque part dans le monde un modèle où les acteurs collaborent d'une façon beaucoup plus collective pour mettre en valeur les connaissances produites publiquement, puis que ça puisse générer le progrès collectif en bout de ligne? Oui. Actuellement, la notion de propriété intellectuelle est, comme je le soulignais, inévitablement remise en valeur. Pour autant, comme écrivain, par exemple, même si je ne vis pas de mes livres, je comprends que mon éditeur me fasse signer un contrat. Je touche que 10%. Donc, la propriété intellectuelle est assez limitée. Je pense qu'à l'université, le problème est le même, hein, parce qu'il y a... La problématique est la même, en tout cas, parce qu'il y a des investissements, et puis il y a le chercheur qui est payé pour travailler dans le laboratoire, il y a tous les équipements qui sont là. Donc, toutes ces questions-là, évidemment, c'est des complexités. Mais toujours est-il que... je remarque une chose, par exemple. C'est que de plus en plus, on peut trouver sur Internet des débats entre scientifiques qui font des chats savants. Je n'y comprends rien, ça les protège. Mais les spécialistes du cancer ou les spécialistes d'une molécule pharmaceutique comme le Viagra, par exemple, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à regarder rapidement qu'est-ce qui se publie sur Internet et voir dans quelle direction, si ce n'est le détail, va tel ou tel laboratoire. Alors, actuellement, il y a, j'appelais ça tout à l'heure l'intelligence collective, c'est aussi de l'espionnage, c'est aussi une nécessité de partage de connaissances pour développer effectivement des innovations collectivement. Il y a de plus en plus de difficultés à s'enfermer derrière sa porte de laboratoire, et il y a de plus en plus quasiment tout maintenant est rendu sur Internet. Alors, dans ces domaines-là, c'est clair que moi, je reconnais que fondamentalement, la propriété commerciale et le brevet sont un incitatif, une nécessité économique pour un certain nombre d'industries, et en même temps, je vois se déplacer complètement le problème. Par exemple, moi, en 2000, j'ai publié un livre sur Internet, que j'ai publié ensuite chez un éditeur traditionnel. Et moi, je suis d'accord pour qu'on publie mes livres sur Internet. Ça veut dire accès gratuit. Parce que j'ai remarqué que ça augmente la vente en librairie. Et non pas, c'est pas du tout en compétition. Parce que là, il y a la promotion. Il y a un effet de puissance promotionnelle sur l'Internet qui est absolument considérable. C'est quand même plus intéressant que de protéger son droit dans quelques librairies très limitées. Alors, je crois qu'on est obligé aujourd'hui d'être innovant, y compris dans le droit de propriété intellectuelle, dont, au fond, il y a deux aspects. Il y a la propriété morale. Si c'est moi qui ai écrit la chanson, je veux pas que ce soit mis au nom de quelqu'un d'autre, j'y ai droit, et sinon j'aurais plus envie d'en écrire peut-être. Et puis il y a l'industrie, parce qu'au fond la science est rendue maintenant aussi dans le domaine de l'industrie du fait des investissements nécessaires, de la valorisation, etc., etc. Alors moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus être simplement un légaliste, un avocat du droit. Et il y a de plus en plus de congrès dans le monde qui visent justement à repenser complètement cette notion même de propriété intellectuelle en fonction aussi de ses effets, de sa nécessité et de son impossibilité. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que même à la limite, la propriété intellectuelle, ça va jusqu'à mon identité. Je peux me faire voler, vous le savez bien, on en parle souvent, je peux me faire voler mon identité même. Sur Internet. Alors, je ne sais pas si j'ai une propriété intellectuelle sur mon identité, mais c'est quand même quelque chose qui est assez perturbant.
Alors, il y a des enjeux qui sont même bien au-delà d'un brevet, d'une molécule, qui sont vraiment des questions sociologiques, politiques, extrêmement difficiles à formuler et extrêmement difficiles à instituer dans un droit international. Alors peut-être qu'il va falloir abandonner cette notion de propriété intellectuelle et carrément s'orienter autrement, peut-être. Des réactions peut-être, ou vous voulez peut-être compléter quelque chose que vous avez avancé tout à l'heure? Ça va? Pardon? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on va tout de suite passer à la salle. Alors, on a déjà une question. Oui, monsieur, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Yves Laberge, je suis sociologue. Ma question s'adresse au professeur Jean Ingrat, dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention. Au fur et à mesure qu'il parlait, je trouvais que ça rejoignait plusieurs réflexions que je me suis faites et que je me fais ces temps-ci, dans cette période de demande de subvention. Vous savez, je vais lire quelques notes. Dans notre contexte où il y a d'abord une concurrence entre les universités, mais également entre les centres de recherche et entre les chercheurs et entre les professeurs. Donc, je me posais la question d'une manière un peu provocante, est-ce qu'il y a trop de demandes de subventions? Est-ce qu'il y a trop de projets de recherche? Autrement dit, si on accordait aux universités tous les budgets demandés, non seulement aux universités endettées, mais aux universités en général et aux chercheurs qui font des demandes de subventions, est-ce que l'année suivante, les demandes de subventions ou le montant de ces demandes augmenterait encore? Et autrement dit, est-ce qu'il y a une limite à cette surenchère des demandes de subventions qui sont faites par les universités, qui se présentent toujours comme étant mal financées, endettées et ayant besoin d'argent, besoin de hausse de frais de scolarité, entre autres, etc. Donc, quelle est la limite à ces besoins financiers des universités? Merci. Je dirais la réponse, c'est qu'il n'y a pas de limite à la surenchère de la recherche, parce qu'il y a une vieille blague que vous connaissez sûrement qui dit que tout bon projet de recherche se termine en disant « il faut faire encore plus de recherche ». Donc, s'il y a un domaine qui est absolument illimité, non pas comme les ressources naturelles, qui, elles, sont limitées, c'est les ressources intellectuelles. Donc, c'est certain que c'est infini. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit toujours on n'a jamais assez de ressources. La question, c'est celle de la priorisation, mais a priori, c'est bien certain que plus on fait de recherche, plus on va poser des questions nouvelles, dans des domaines de plus en plus diversifiés, mais la question, c'est de dire on a des ressources limitées. La réalité organisationnelle, c'est que les ressources sont limitées et c'est ce qui fait qu'il faut choisir. Mais il n'y a aucun doute que si on augmente les ressources, on va augmenter les demandes de subventions. Par exemple concret, la création de la Fondation canadienne pour l'innovation, qui a mis des milliards de dollars dans les infrastructures, a un effet pervers auquel le gouvernement n'a pas du tout réfléchi. C'est qu'en créant des infrastructures énormes, ils allaient stimuler de nouvelles demandes de subventions. Or, les organismes subventionnaires, eux, n'ont pas eu d'augmentation équivalente. Conclusion, la proportion des taux de réussite a baissé, mais le nombre de demandes a augmenté d'environ 20%, sinon plus, dans certains domaines au cours des 4 dernières années. On voit ça au niveau américain aussi. Donc, c'est sûr que c'est sans limite. Plus on va mettre des ressources, plus il va y avoir d'idées de chercheurs, et je pense que c'est une bonne chose. Plus il y a d'idées, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont gagner, c'est inévitable. Il y a un champ intellectuel compétitif, et la compétition ne se fait pas uniquement entre les entreprises, mais la compétition se fait aussi au domaine des idées. On peut le déplorer, mais c'est un fait sociologique incontournable. Oui, juste un mot là-dessus. Je suis parmi ceux qui souffrent régulièrement de rédiger des demandes de subventions de recherche au CRSH ou FQRSC, qui sont notamment 2 fonds de recherche, de subventions de recherche importants. Je dois dire que l'exercice qu'on nous demande est extrêmement sadique, mais qu'il faut être masochiste pour le faire, mais que c'est extrêmement bien fait.
Bien sûr, il y a toujours une part de loterie dans les résultats, mais c'est remarquable, à mon sens, la sélection qui est faite dans les subventions qui sont accordées par rapport au dossier de demande que nous produisons. Puis, par exemple, sur une demande, sur un programme de subvention, il y a 150 demandes, puis il y en a 7 qui sont financées. C'est dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des demandes, beaucoup de chercheurs, mais là, il y a un filtrage, une sélection des équipes de recherche qui sont considérées comme les plus prometteuses, les plus sérieuses, qui est vraiment d'un très haut niveau. Est-ce qu'on passe à la question suivante? Oui. Oui, bonjour. Daniel Pasco, je suis professeur en système d'information à la Faculté des sciences de l'administration. Juste quelques remarques pour commencer, c'est que vous nous avez dit que 20% en France, par exemple, on dit que c'est autour de 27% qui est la partie immatérielle de nos économies. Donc la dimension qui est liée à la connaissance, au savoir, etc., dans nos économies actuelles est vraiment très importante. Et elle fonctionne avec des vieilles règles. Et on s'aperçoit qu'on a des glissements. Par exemple, vous avez parlé des brevets. Je viens de lire une étude aux États-Unis qui dit qu'en 2002-2003, on a dépensé plus d'argent juridique à l'établissement des brevets qu'au revenu de ces brevets. Donc on s'aperçoit qu'il y a une dérive considérable. De même que la vente des CD a baissé, mais le revenu des artistes a augmenté. Donc effectivement, il faut aller chercher. Et là, ce que je suggère, c'est que j'ai, depuis 2 ou 3 ans, monté un cours logiciel libre et société, qui est d'ailleurs en accès libre à l'université. Vous pouvez aller sur le site web et venir dans ma salle de cours. Il y a un modèle là qui est en train de se réinventer. Et je pense que le logiciel libre est un très beau laboratoire qui nous montre qu'on peut vivre économiquement et correctement en partageant l'information. Parce que dans le domaine du logiciel, où aux États-Unis on a déposé 200 000 brevets, ce qui est complètement stupide, on ne peut plus donc écrire un logiciel sans violer un brevet. Sauf que le problème de la création intellectuelle, c'est que c'est un problème complexe, c'est un problème individuel et collectif, les deux. C'est-à-dire que quand vous créez quelque chose, vous êtes individuel, mais vous le créez à partir de la création de tous les autres. Donc on a un retour en permanence. Et on le voit très très bien dans le domaine du logiciel. Et on voit effectivement qu'un modèle économique est en train de se créer, beaucoup plus basé sur la notion de mutualisation, de patrimoine collectif partageable, et que malheureusement nos décideurs, y compris à l'université, ne sont pas capables de comprendre. Ils assimilent ça à du bénévolat au lieu de l'assimiler à un travail en commun où chacun peut y gagner. Absolument. Puis là, je voudrais citer un exemple qui concerne Microsoft, qui concerne mon ami personnel Bill Gates. Il est allé un jour à Alexandrie, au Caire, il n'y a pas très longtemps. Il a visité le magnifique musée d'archéologie qu'il y a là, ou d'antiquité, je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis, il a rencontré le directeur, bien entendu, charmé de l'accueillir. Et il lui a dit, vous avez besoin d'argent? Oui, ma toiture fuit, les momies moisissent, et puis etc. Pas de problème, je vais vous aider, j'adore la culture, je trouve formidable ce que vous faites, etc. Et ils ont donc signé un contrat. En échange d'un don généreux de Bill Gates a eu un droit exclusif de numériser et donc de diffuser, de vendre les images ou une partie des images de ce musée. C'est-à-dire que là, il y a un effet pervers épouvantable, colonialiste, impérialiste, la loi du riche, de venir voler le droit de propriété de diffusion, même les cartes postales que vend maintenant le musée dans sa petite boutique, en échange de quelques millions pour refaire la toiture et refaire les dépliants du musée. De même, il a acheté de plusieurs agences d'images de presse, Image Bank en particulier à New York. Il a acheté les droits et il leur a dit c'est formidable, je vais préserver ce patrimoine mondial d'images, et il les a effectivement protégés dans des souterrains qui sont d'anciens souterrains atomiques ou je ne sais pas quoi. C'est très protégé, bon, plus personne n'y touche. Et il a tout numérisé. Et ça s'appelle Corbis. Et maintenant, à chaque fois que vous voulez utiliser une image de Image Bank que vous aviez précédemment pour un prix très modeste, il faut payer le prix que veut. Et il est rendu à 1,5 million d'images et il en vise 10 ou 15.
Bon, voilà, là, il y a le droit du plus fort qui utilise d'une façon absolument perverse, absolument contre le droit patrimonial, son argent pour capter un bien commun et ensuite il a l'argent pour payer les avocats, pour le protéger. Alors, il y a le logiciel libre qui est un exemple magnifique, je vous cherche, vous êtes là, qui est un exemple magnifique d'intelligence partagée et on voit que ça marche. Et puis, c'est pour ça que je pensais à Microsoft en retour. Vous voyez des effets de l'autre type qui sont extrêmement graves et qui ont probablement la tendance est dans ce sens-là. Une intervention qui va dans le même sens. Je suis entièrement d'accord avec votre intervention. Et ce que vous avez dit sur la question des logiciels se pose de façon, à mon avis, encore plus grave dans le domaine de la génétique. Parce que lorsqu'on a parlé de brevets jusqu'à maintenant, on n'a pas insisté sur un fait qui est crucial, c'est qu'au cours des 20 dernières années, on a assisté à une redéfinition très subtile de la définition d'une invention. Dans le droit traditionnel, l'invention doit d'abord être non triviale, ce qui ne pose pas de problème, mais elle doit être, l'invention veut dire d'une nouvelle combinaison des moyens de production, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas dans la nature. Et troisièmement, elle doit être utile. Donc, le point crucial, c'est le deuxième. Lorsque maintenant, on peut breveter, surtout aux États-Unis, où on a assisté de façon plus importante qu'ailleurs à cette redéfinition subtile et lente de ce que c'est qu'une invention, on brevette maintenant des séquences génétiques. Mais des séquences génétiques, vous en avez tous dans vos corps. En un sens, c'est un objet naturel qui n'est pas décrit, mais le simple fait de le décrire dans une séquence qu'on assimile parfois à un gène, et ce n'est pas toujours le cas, parce qu'un gène, c'est une opération très compliquée, et on ne sait plus trop comment définir un gène aujourd'hui. Donc, ce qu'on brevette, ce sont des séquences génétiques naturelles. On n'a pas fait une combinaison artificielle, là. On n'a pas créé un processus de synthèse nouveau. On a simplement fait l'identification du ACGT, CTGA, et on a breveté ça. Et ça pose des questions importantes. Et il faut souligner le fait qu'il y a des cultures différentes. Par exemple, il y a un brevet qui a donné lieu à beaucoup de débats, c'est le brevet qui amène la mise au point d'un test diagnostique pour le cancer du sein. On sait qu'il y a un certain nombre d'anomalies génétiques comme le BRCA1 et BRCA2 qui ont été brevetées. Mais les Français ont refusé de reconnaître ce type de brevet et ils ne veulent pas payer, à mon avis, avec raison, des royautés pour préparer des tests diagnostiques pour le cancer du sein sous prétexte que des compagnies américaines, que je nommerai pas parce qu'il y aura toujours des avocats pour me traîner en cours, mais il y a des compagnies américaines qui disent, bien, nous, on a le brevet de ces modifications génétiques. Donc, les États-Unis ont accordé des brevets qui ne sont pas reconnus par d'autres pays. Donc, c'est un peu comme ici. Il y a quelques années, la Cour suprême avait refusé d'octroyer ou de reconnaître le brevet de la souris de Harvard, qui avait été, lui, reconnu aux États-Unis. Donc, la redéfinition même de ce que c'est qu'une invention est à l'ordre du jour parce que, depuis 20 ans, ceux qui tirent profit de l'appropriation privée de tout ont compris que les ressources naturelles, on est habitué de faire de l'argent avec ça, mais il y en a de moins en moins, se tournent vers des nouveaux marchés. Les marchés beaucoup plus immatériels et modifient subrepticement et tranquillement, de façon très complexe, donc rendu difficile à comprendre pour le commun des mortels, la définition même de l'invention, pour s'approprier justement la question des logiciels et pour s'approprier même des parties de notre être, c'est-à-dire nos gènes eux-mêmes. Et ça, il faut observer ça parce que c'est une tendance à l'appropriation privée d'un nouveau marché. Donc, c'est l'extension du mode capitaliste de production au domaine du vivant. Oui, je peux. Je voudrais présenter un autre effet pervers du droit de propriété intellectuelle et commerciale. Ce sont les fameuses semences OGM. Vous savez bien ce qui a eu lieu. Plusieurs grandes compagnies, je ne les citerai pas non plus parce que je n'ai pas les moyens de me payer des avocats, ont créé des semences améliorées, modifiées génétiquement,
qu'ils ont vendu, donc, qui comportaient des systèmes d'autodéfense de la plante, par exemple, contre les champignons, contre les insectes, dans le domaine des céréales. Et ils ont vendu ça aux fermiers, qui se sont aperçus que, quand ils ont gardé une partie de la récolte pour ressemer l'année suivante, que les graines qu'ils avaient étaient stériles. Autrement dit, dans la modification génétique, ils ont rendu la graine stérile. À partir de quoi ils ont dit « mais c'est pas grave, on en a d'autres à vous vendre ». Alors voilà un effet absolument, parce qu'on parle d'éthique aussi dans cet atelier, voilà un effet absolument scandaleux de l'utilisation de la propriété commerciale. Je voudrais vous citer le cas des médicaments génériques. Vous savez bien, en Afrique, d'abord ici, disons qu'au Québec, si nous avons une industrie pharmaceutique aussi importante, c'est parce que nous accordons des droits, des années de propriété intellectuelle sur les brevets pharmaceutiques plus longues que dans d'autres pays. Donc les compagnies sont venues ici et ça c'est un excellent effet, ça crée des emplois, de la recherche, de l'innovation, etc. Bon, sauf que par ailleurs, au bout d'un certain temps, on voudrait bien que certains médicaments, notamment pour le Viagra en Afrique, puissent être distribués à des prix très inférieurs, qui sont des prix de revient beaucoup plus modestes, pour pouvoir lutter réellement contre le sida en Afrique. Et puis là, le problème des médicaments génériques, que vous savez bien, est extrêmement problématique du point de vue commercial, politique, etc. etc. Je n'entrerai pas dans ce débat, mais je voudrais citer un troisième exemple de l'effet pervers de la propriété intellectuelle et commerciale. Disons commerciale. Bon. Le cinéma, dont je parlais tout à l'heure. Le cinéma a progressivement été capté par les 7 majeurs de Hollywood. Hein? De quelle manière? Ils ont développé une industrie considérable avec des budgets de diffusion considérables. Ils ont contrôlé à la fois l'image et le tube, c'est-à-dire qu'ils ont en même temps les compagnies, les studios de production, et puis ils ont développé les réseaux de salles de cinéma, les fameux complexes des 2 ou 3 chaînes américaines qui sont partout et naturellement ils vendent partout leurs propres films parce qu'ils sont chez eux dans leur propre salle de cinéma. Et en plus, ils ont les moyens, quand ils sortent un film, premièrement, d'obliger la salle de cinéma québécoise à prendre les films de série B et C pour avoir le meilleur vendeur qui est le film de série A. Et puis on est obligé de voir les B et les C aussi. Moi, j'y vais plus, mais en tout cas, les salles de cinéma sont obligées de les montrer pendant 3 semaines. Ça, c'est marqué. Puis s'ils ne le font pas, ils n'auront pas le prochain Superman ou Spider-Man. Et puis ensuite de ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand Denis Arcand sort un film, il n'a plus de salle de cinéma pour les montrer. Il n'a pas le budget pour aller dans les journaux, dans les cahiers de fin de semaine, faire de la publicité. Les journaux reçoivent des cahiers de presse énorme, tout mâché pour faire le cahier du cinéma du samedi. Et puis, finalement, le cinéma indépendant ou national disparaît parce qu'il n'a plus de salle. Et donc, il n'a plus de budget, donc il ne peut plus vendre de DVD parce qu'il n'y a pas de promotion, etc., etc. Et on en est rendu comme ça que Hollywood contrôle à peu près 90% du cinéma mondial. Un vrai empire. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Le déclin de l'Empire hollywoodien ». Pourquoi ce titre? Le déclin de l'Empire hollywoodien, parce que le DVD, le numérique, va permettre de sortir de la bobine 35 mm, qui est la manière de Hollywood de contrôler les salles de cinéma, et de faire des copies sur DVD ou en fichier numérique. On peut mettre sur un disque dur grand comme une cassette tout le programme de cinéma d'un festival. On peut mettre 10, 15, 20 longs métrages là-dessus. On envoie ça par autobus, par Internet, par satellite, et ça ne coûte rien de le copier, au lieu que ça coûte 2-3 000 $ de faire une copie. Tout le monde peut le faire, et en plus on peut le contrôler parce qu'on peut contrôler à distance le projecteur qui diffuse les films sur l'écran. Bon, alors Hollywood défend la bobine 35 mm parce que ça, c'est le vrai cinéma. Ça, c'est beau, c'est la qualité argentique qu'il faut respecter. Et puis, c'est le numérique qui va permettre de mettre fin à ce système archaïque, parce que
La bobine 35 mm, vous savez bien qu'au bout de 2 semaines, elle est rayée. Ensuite, elle s'en va dans les petites villes, puis après, elle s'en va dans les pays pauvres. Et puis, à la fin, la qualité du cinéma argentique est épouvantable. Tandis qu'avec le master numérique, on garde une qualité 100%, même quand on va dans des pays très humides comme l'Inde, en période de mousson, etc. Et on diffuse, les coûts de distribution n'existent plus. Et les coûts de reproduction de la bobine n'existent plus. Et là, il y a des cinémas indépendants qui vont pouvoir renaître, des cinémas nationaux qui vont pouvoir renaître. Alors là, on voit très bien comment Hollywood utilise une technologie et le droit commercial pour s'accaparer le marché domestique mondial du cinéma. Et puis, c'est le numérique, celui qu'ils accusent de faire du piratage, évidemment, parce qu'ils ont inventé un fantôme de piratage dans le cinéma qui n'existe pas, qui va permettre la renaissance de l'art du cinéma et des producteurs indépendants. Donc, c'est très complexe, ces questions. Juste pour vraiment aller dans le sens de ce que vous dites, vous avez cité tout à l'heure à plusieurs reprises l'OMPI, l'OMC, l'OMPI, etc. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces grandes industries du culturel, si on peut appeler ça du culturel tout le temps, ces grandes industries sont en train de faire une pression énorme à l'aide de la masse d'argent dont ils disposent et de l'énorme lobby juridique qu'ils ont pour pouvoir remettre dans le numérique, qui n'avaient pas les contraintes, ces contraintes de redistribution. Et donc, on nous met des mécanismes DRM, on force les pays à voter des lois qui vont rendre quasiment plus dangereux de violer un mécanisme de protection que de tuer sa femme, comme on disait au moment de la loi DRDVSI en France. Faut voir, c'est quand même, ça peut aller jusqu'à 7 ans de prison si vous avez diffusé un logiciel qui permet de débarrer un logiciel. C'est quand même beaucoup. Et ça peut aller jusqu'à 300 000 $ pour 300 000 € l'offense. Donc on essaye il y a un énorme lobby qui essaye de verrouiller, comme dans l'ancien temps, la nouvelle technologie. Et c'est pour ça que je revenais avec les logiciels libres qui m'ont amené à réfléchir tous ces problèmes-là, parce qu'on est vraiment au cœur du problème et des laboratoires. Et c'est pas étonnant qu'en Europe, par exemple, les gens qui ont levé le monde et les hommes politiques comme Michel Rocard ou d'autres, contre cette manipulation de l'OMC viennent des gens du logiciel libre, parce qu'eux comprenaient la nécessité de partager l'information et de la laisser librement circuler, et voyez les dangers qu'il peut y avoir si on laisse faire ces gens-là. C'est notre liberté d'expression qui est en jeu à ce moment-là. Alors, en fait, ce que je voulais amener, c'est qu'on parle d'innovation technologique depuis tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'innovation technologique, il y a des innovations sociales aussi. Puis ça, c'est de l'intangible. C'est pas brevetable, en fait. Par contre, ce sont les droits d'auteur qui sont directement interpellés à ce niveau-là. Et comme M. Fischer le disait tout à l'heure, le droit d'auteur est menacé par la tendance actuelle. Tout à l'heure, dans mon exposé, je n'ai pas eu la chance d'en parler, mais je suis coordonnatrice d'une alliance de recherche université-communauté. On a des partenaires du monde du travail et de l'emploi. Ce sont des partenaires institutionnels, donc des représentants des centrales syndicales, du conseil du patronat, donc des intérêts collectifs, donc de l'intérêt collectif de la société. Mais même dans ce type de partenariat-là, où des enjeux économiques concrets ne sont pas nécessairement omniprésents, il y a quand même des risques de dérive, des risques de basculer, donc d'être une équipe de recherche qui s'oriente vers la recherche pour le bien commun. Donc, le risque de basculer du côté d'un pool de commandites. Donc, jusqu'à quel point un partenaire peut, s'il finance, s'approprier les résultats de recherche et en faire ce qu'il veut. Donc, je voulais simplement apporter cette nuance-là et dire que, dans le fond, on vit dans une ère où il faut être très prudent afin de s'assurer que la communauté, que la société puisse bénéficier de la recherche qu'elle finance, au fond. Merci. Alors, je demanderai à nos conférenciers peut-être de conclure en quelques mots. Un mot qui est politique, en fait, parce qu'on se rend bien compte, l'émergence et maintenant l'explosion des technologies numériques, ça re-questionne des situations qui nous paraissaient rationnelles et établies et légitimes. Bon. Alors, il y a un effet de questionnement sociologique, artistique, politique extrêmement intéressant. Et on se rend bien compte que la vertu
de la propriété intellectuelle, du droit commercial qui ont été absolument essentiels et que je crois qu'il faut protéger. Il faut aussi regarder les effets pervers politiquement, parce que c'est toujours la même chose, c'est le plus fort, le plus riche, le plus puissant qui fait la loi et qui l'exploite. Parce que moi, comment pourrais-je aller défendre ma propriété intellectuelle contre M. Bill Gates en payant mes avocats? De toute façon, je peux avoir absolument raison, je n'ai aucune chance, si ce n'est de laisser ma chemise. Donc, il faut bien voir que derrière l'aspect juridique, comme bien souvent, ce sont des rapports de force politiques et donc financiers qui sont en jeu. Maintenant, je crois qu'il faut innover, pas seulement dire, bon, on jette le droit de propriété intellectuelle comme le bébé avec l'eau du bain. Il faut innover, par exemple, il y a maintenant des droits de propriété intellectuelle, moraux, qui existent, comme sur, par exemple, vous ne pouvez pas mettre sur Wikipédia un texte que vous avez coupé-collé de quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le copyleft par symétrie au copyright. Le copyleft, ce n'est pas l'anarchiste qui dit « je vais publier les œuvres du dernier prix Goncourt ou du dernier prix du gouverneur sur Internet gratuitement parce que de toute façon, c'est comme ça que je vois l'avenir ». Le copyleft, c'est un nouveau droit qui est établi, qui comporte un certain nombre de précautions qui protègent l'auteur. Donc, nous avons à réécrire d'une façon où il y a le moins possible d'effets pervers, le plus possible d'effets bénéfiques et qui favorise la création et le développement commercial, scientifique, éducatif, etc. Nous avons vraiment aujourd'hui à réécrire notre droit et au fond notre avenir. Et je trouve que c'est une époque passionnante de ce point de vue-là. Et on voit déjà qu'il y a autant de vertus possibles que d'effets négatifs de cette explosion du numérique. Mais là, nous nous rendons compte que nous pouvons y contribuer davantage. On fait un débat comme aujourd'hui, je crois qu'il faut donner la parole aussi aux créateurs, aux artistes dans ce domaine-là. Quand je vois YouTube, bon, YouTube est sans propriété intellectuelle, Google fait de l'argent d'une autre manière là-dessus, mais je trouve extraordinaire que je puisse voir sur YouTube une caméra d'un petit téléphone cellulaire, je ne sais pas, actuellement par exemple en ex-Birmanie, qui montre le matraquage par la police, ou je peux voir un noir qui est matraqué quelque part aux États-Unis par le shérif. Je peux le voir sur YouTube et que je vais... Ça, c'est le côté positif politiquement de cette sorte d'agora planétaire qui se répand grâce aux technologies numériques. Et là, nous inventons notre avenir, nous avons à le dessiner et nous avons la responsabilité de cet avenir-là. Ça, je trouve ça vraiment formidable. Merci. Oui, je vais conclure avec un mot sur les transformations récentes des universités en relation avec l'innovation technologique. Je dirais que derrière les grands discours qu'on entend depuis une dizaine d'années sur l'importance de la valorisation, je suggère qu'il faut être vigilant et aller au-delà des grands discours généreux qui veulent nous faire croire qu'il suffit d'ajouter une mission nouvelle, la valorisation, pour que l'université fasse encore mieux sa mission initiale. Alors qu'en fait, comme on dit souvent, le diable est dans les détails et il faut être vigilant et observer la façon dont, en pratique, on veut transformer le travail des universitaires. Et il ne faut pas perdre de vue que l'université n'est qu'une des institutions dans la société et on ne peut pas demander à une institution en particulier de faire l'ensemble des tâches qui sont dévolues à des institutions différentes. Donc, la valorisation, ça peut se faire par des transferts de connaissances qui, dans le monde universitaire, se caractérisent d'abord par la formation des individus. On oublie très souvent que la valorisation à l'université, c'est moins dans des produits ou dans des procédés que dans des personnes. C'est elles qui vont circuler et c'est par le savoir qu'elles ont acquis à l'université qu'elles vont transformer la société de demain. Merci.
Aline Thérien. Oui, rapidement, en fait, face aux pressions qui sont exercées par l'industrie, par les gouvernements pour que les universités modifient justement un peu leur rôle dans l'économie actuelle, on voit donc qu'il y a des risques de dérive qui sont bien réels. À l'avant-plan, l'appropriation privée des connaissances qui ont été financées publiquement. Et à ce niveau-là, les institutions sont vraiment au cœur du débat. Et je considère qu'elles auront des choix à faire entre le modèle tour d'ivoire de l'université fermée sur elle-même et, au contraire, le modèle de l'université qui assimile son rôle en quelque sorte à une entité commerciale. Je pense qu'il y a moyen pour les universités vraiment de s'asseoir, de réfléchir ensemble pour définir un modèle qui est beaucoup plus acceptable socialement. Si je peux me permettre de conclure en 30 secondes, je pense que ce qui était intéressant, c'est qu'on a aussi parlé des extrémités de tout ce spectre, c'est-à-dire l'auteur, l'artiste qui parfois a toutes les misères du monde d'arriver et le droit d'auteur était là pour lui, la personne qui est malade à l'autre bout du monde et qui a besoin d'un médicament et le droit des brevets a aussi été pensé pour qu'on puisse le soigner. Mais toutes les difficultés donc qu'a le médicament à se rendre là-bas, que l'artiste a éventuellement à recevoir un revenu, c'est aussi, ça fait partie, je dirais, des modifications, des turbulences auquel est confrontée aujourd'hui toute la propriété intellectuelle. Et c'est le modèle de privatisation de la connaissance, en certains cas, de l'histoire, ou en tout cas de l'identité, dans le cas de certaines images qui sont propriété maintenant de Bill Gates, de la nature, puis si on le disait, le brevet sur la vie, ça nous pose des questions importantes. Et je pense qu'il y a un aspect qu'il faudrait peut-être aussi parfois réfléchir dans ça. Les attaques les plus féroces se font souvent contre les géants, contre les gros. C'est Hollywood, c'est Bill Gates, c'est Microsoft, etc. Donc, il y a peut-être aussi à repenser quand on se pose ces questions-là, parce qu'il y a des bienfaits à la propriété intellectuelle, c'est clair. Les gens peuvent en vivre et de façon décente et pour des bonnes raisons, mais peut-être que c'est ce qu'on pourrait appeler l'obésité corporative qu'il faut remettre en question et cet appétit qu'ont certaines corporations de toujours en vouloir plus. Et j'ai l'impression que c'est ce qui fait dériver, ce qui fait beaucoup remettre aujourd'hui en question la propriété intellectuelle. Enfin, ça fait partie des débats, évidemment, auxquels on pourra assister dans les années à venir. Je veux donc remercier nos trois conférenciers, Aline Thérien, Hervé Fischer et Yves Gingras. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir supporté notre fond sonore pendant un certain moment et pour votre patience.